Bien, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous accueillir à l'École nationale des chartes pour la première conférence de l'année universitaire du nouveau cycle chartiste à l'œuvre. Alors ce cycle apparemment rénové prend la suite, c'est son titre qui est rénové surtout, prend la suite du cycle bien connu Mardi de l'École des chartes. Nous avons souhaité pouvoir, comment vous dire, tenir ce genre de conférence un peu tous les jours de la semaine et ne plus dépendre uniquement du mardi. Donc c'est la raison pour laquelle ce cycle a été débaptisé puis rebaptisé de Mardi de l'École des chartes en chartiste à l'œuvre. Le propos est toujours le même. Inviter des anciens élèves de cette maison qui viennent nous parler de leurs travaux, de leurs parutions les plus récentes. Et c'est bien le cas ce soir puisque nous avons le bonheur d'accueillir donc David Feutry, qui est donc archiviste paléographe, diplômé de l'école en promotion 2008, et qui est l'auteur d'une biographie ultra récente. Là, vous avez la primeur, puisque c'est sorti en septembre 2023. Nous sommes encore début octobre 2023. Donc, biographie de Choiseul, intitulée Choiseul, l'orgueil au pouvoir, donc un ouvrage publié aux éditions Perrin. Alors, je suis vraiment ravie, et je pense que je vais rester au tutoiement, David. Voilà, on se connaît suffisamment pour que je puisse rester au tutoiement, de t'accueillir ce soir pour cet exposé sur ton livre tout récent. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, on va reprendre tout à l'heure la thématique de ce qu'est une biographie. Je crois un peu savoir ce que c'est, parce que j'en ai commis une moi-même. C'est un exercice difficile. Bernard Guenet, grand médiéviste s'il en fut, avait pour coutume de dire que c'est sans doute l'une des études les plus difficiles qu'il soit à mener. Ce sont donc dans ton cas, effectivement, tu es, je dirais, un habitué de ce type de problématique, puisque tu as soutenu ta thèse d'école des chartes donc dans cette même maison en 2008 sur une problématique un peu similaire. Tu t'étais intéressé à Guillaume François Joly de Fleury, sous le titre « Un magistrat entre service du roi et stratégie familiale, Guillaume François Joly de Fleury, 1675-1756 ». C'était une thèse ensuite que tu as prolongée sous forme d'une thèse de doctorat, sous la direction d'Olivier Poncet et d'Olivier Chaline. Entre-temps, tu étais devenu agrégé de l'université, agrégé d'histoire, et après plusieurs postes, tu as, je pense, trouvé ta voie comme professeur, actuellement agrégé au lycée Édouard Branly de Dreux, où je sais que tu es très actif, notamment auprès des élèves, pour leur permettre l'orientation la meilleure possible, déceler les meilleurs potentiels. Et nous avons d'ailleurs une belle convention avec ton lycée, avec Édouard Branly de Dreux, pour justement faciliter, par le biais de conférences et d'entretiens, la détermination du destin, futur destin professionnel et des études, en tout cas, de ces jeunes gens, de ces jeunes filles. Et si nous pouvons aider un peu ici à l'École des chartes, nous en sommes extrêmement heureux. Alors, on se connaît aussi parce qu'en tant qu'historien du social et du politique, tu as participé donc à mes côtés, à nos côtés, aux côtés du groupe de travail que j'avais initié en 2011-2012 à Besançon. J'étais encore à l'université de Franche-Comté autour de la problématique de la plainte politique. Et donc nous avons une très belle contribution de ta part dans le volume éponyme Doléances, qui est paru il y a peu aux éditions de l'École des chartes et qui est le résultat de cette enquête un peu panoramique du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française incluse, et de conciliabules, si j'ose dire, d'historiens du droit, d'historiens des institutions, autour de cette problématique de la plainte politique et de la manière dont on peut non seulement l'exprimer, mais aussi dont elle est prise en compte et dont elle est effective, un suivi ou non des faits. Donc voilà, nous nous connaissons depuis longtemps. Avant de te donner la parole sur ce très bel ouvrage, je voulais aussi signaler ton dévouement non seulement au sein du lycée Édouard Branly de Dreux, mais aussi pour la revue savante qui entretient de très forts liens avec notre école, puisqu'elle s'intitule Bibliothèque
de l'École des Chartes, puisque tu es directeur éditorial de cette revue. Et c'est aussi beaucoup de travail, d'investissement que je salue et dont je te remercie vivement à l'occasion de cette conférence. Voilà, je crois qu'il faut aussi le dire. Donc tu es très occupé. Vraiment, tu as un sens particulier du collectif. Vraiment, je suis contente de pouvoir le dire officiellement, publiquement, à l'occasion de cette conférence. Mais ce soir, c'est d'histoire que tu nous parles avec donc cette biographie de Choiseul. Alors moi, je n'ai évidemment pas encore eu le temps de l'ouvrir, cet ouvrage. Il vient de paraître, il est tout chaud, si j'ose dire. Je crois qu'il y a eu aussi une présentation dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois qui avait lieu encore jusqu'à hier, jusqu'à ce week-end. Évidemment, ça me fascine parce que derrière la figure c'est dans ton résumé, d'une éminence grise, d'un haut détenteur du pouvoir, en l'occurrence Louis XV, le roi Louis XV. Il y a évidemment à la fois toute la question d'une légende, ça c'est tout à fait fascinant, et je crois qu'on est nombreux parmi les historiennes et les historiens à vouloir régulièrement tester la légende et ce qui permet ou non de l'infirmer et de la corriger. Et c'est ce que tu fais manifestement dans cette biographie avec l'art de la complexité et de la nuance. Et c'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous, plus que jamais, aujourd'hui peut-être, dans notre 21e siècle déjà bien entamé, l'art de la complexité et de la nuance, qu'il ne faut jamais perdre et que normalement un historien, une historienne ne doit pas perdre de vue. Preuve archivistique à l'appui. Donc du coup, voilà, je suis un petit peu longue pour cette introduction, mais je suis tellement heureuse de t'accueillir que voilà, j'en dis sans doute plus que d'habitude. Voilà, en tout cas, bienvenue vraiment à toi. Merci de nous avoir donné la primeur de ces discussions sur ton livre. Je pense qu'elles seront nombreuses. Cette biographie était attendue. Elle a déjà du succès, on le sait, il y a déjà de très bonnes critiques. Ça, je les ai vues passer. Donc ça sera sans doute la première de nombreuses conférences sur ce thème. Et donc, en tout cas, merci encore d'inaugurer l'année et ce cycle Chartiste à l'œuvre avec ta biographie de Choiseul. Merci encore et la parole est à toi. Merci David. Très bien, merci Michel pour cette présentation qui va me faire ouvrir. Je suis très content d'être de retour, on va dire, à la maison, puisque c'est effectivement l'école est ma maison. Et je remercie aussi beaucoup les éditions Perrin pour m'avoir donné l'opportunité de parler d'un personnage très important au XVIIIe siècle. Alors, je ne vous ferai pas une présentation in extenso de la vie du duc de Choiseul et vous expliquer qu'il a perdu sa première dent de lait à 6 ans ou 7 ans. C'est plutôt une volonté ici de comprendre les mutations finalement du XVIIIe siècle à travers un personnage, le duc de Choiseul. C'est l'idée finalement toujours que la biographie est davantage un prétexte pour comprendre une époque à travers un homme. Alors, si on voulait résumer, voilà ce qu'on pourrait dire, et voilà ce que j'aurais aimé avoir comme sous-titre de la biographie, mais bon, les éditeurs n'ont pas vraiment voulu. Choiseul, ou comment réinterpréter certains aspects du XVIIIe siècle par le prisme de l'action d'un homme d'État à la carrière multiforme, au succès éclatant et aux échecs retentissants, au pouvoir durant les années cardinales du dernier siècle de l'Ancien Régime, 1758-1770 pour le moment où il est au ministère, soleil du règne de Louis XV, qui connut une éclipse finale sous le règne de son successeur Louis XVI, malgré de nombreux soutiens curieux, Marie-Antoinette notamment, et qui finit par tourner le dos à la politique pour continuer à vivre de ses plaisirs, tout en spéculant dans la fièvre immobilière qui saisit la capitale à la fin du XVIIIe siècle. Bon, les éditeurs n'ont pas voulu le mettre en sous-titre. Vous comprenez, on a préféré l'orgueil au pouvoir. D'accord. Ce qui est plus simple, et si vous lisez l'ouvrage, vous aurez à l'intérieur, finalement, tout ce que je vous ai expliqué ici. Alors, avant de commencer à parler de Choiseul et à parler du XVIIIe siècle, revenons un petit peu sur la genèse de cet ouvrage, et finalement, ce qui est un peu la marotte de tous les historiens, alors, sans parler des chartistes, la question des sources. Tanta les peaux de chagrin, pourquoi ? Eh bien parce que finalement cet ouvrage n'aurait pu jamais arriver, alors je vous le fais à la manière d'une série Netflix, l'ouvrage qui n'a failli jamais arriver. Pourquoi ? Tout simplement, eh bien pour la question des sources. Au XVIIIe siècle, on est relativement choyé puisque les sources sont très nombreuses et ça a été le cas avec Choiseul. Choiseul est 12 ans au ministère, on est
dans les archives de la guerre, on est dans les archives de la marine, on est dans les archives des affaires étrangères, on trouvera des milliers de lettres de Choiseul. On aura du quantitatif, beaucoup de quantitatif, mais qu'est-ce qu'on saura précisément sur Choiseul ? Finalement, pas grand-chose. Et pour ça, il faut aussi du qualitatif. Et là, on est un petit peu, c'est ce que j'explique dans le supplice de Tantale, c'est-à-dire qu'on est dans un vide. Quand on cherche sur Choiseul, on peut chercher, on ne trouve que des traces disparues. Vous avez ici le château de Chanteloup qui a disparu au début du XIXe siècle. Il ne reste que la pagode et la demi-lune. Voilà. Vous avez ici, aux Archives nationales, on a le bonheur de conserver son inventaire après décès, malheureusement qui a connu un petit peu des soucis de conservation au XIXe siècle. Donc on a là, pour le coup, vous la voyez, la peau de chagrin, hein, c'est que plus on avance, plus on cherche sur Choiseul, plus les traces s'effacent devant vous. Alors rassurez-vous, il y a donc des traces qui sont c'est quand même assez lisibles, et on réussit dans ces inventaires après décès à retrouver les papiers qui nous mettent sur la trace de Choiseul. Alors vous avez des papiers qui sont beaucoup plus lisibles, avec la signature ici de Choiseul de Stainville et de sa femme, Crozat du Châtel. On a des archives qui sont mieux conservées ici, à savoir son contrat de mariage. Donc c'est un petit peu le problème finalement de Choiseul, c'est qu'on a beaucoup ou rien du tout. Et on s'attendrait à avoir des choses croustillantes, des archives qualitatives, mais encore une fois, l'historien fait face à des problèmes qui ne dépendent parfois pas de lui. Pour le cas des Choiseul, ce sont des archives, un ensemble d'archives très intéressantes, les archives personnelles de Choiseul, qui sont actuellement bloquées aux archives départementales de Vesoul, non pas à cause des archivistes, mais parce qu'on est dans un conflit de succession qui fait qu'on ne peut pas avoir accès à ces archives. Donc on doit faire sans et travailler par la bande pour réussir à trouver de nouvelles archives et des archives qui renouvellent un peu l'image du personnage. Alors on ne va pas se plaindre non plus. On est au XVIIIe siècle, on n'est pas au XIe, XIIe siècle où finalement quelquefois on n'a pas grand-chose. On a des milliers d'archives et on a même des mémoires. Mais ces mémoires posent aussi un problème. Dans quelle mesure elles reflètent réellement la vie de Choiseul ? Alors, je ne rentre pas dans le détail des mémoires, puisqu'il y a différentes sources, et les mémoires que vous pouvez lire de Choiseul aujourd'hui ont été reconstituées au début du XXe siècle par des historiens qui ont dit, voilà, ça, ce sont les mémoires de Choiseul, authentiques, ça, c'est apocryphe et c'est faux. Donc se pose encore une fois une question de ces sources et finalement de l'authenticité du matériau qui va être à disposition de l'historien. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Voilà finalement ce qu'on peut retenir de la vie, je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais de la vie de Choiseul. L'idée, c'est plutôt, je vous l'ai dit, d'insister sur les interactions entre l'homme et la vie politique du temps, mais bon, il faut quand même quelques prérequis. Première chose à signaler, c'est un homme du XVIIIe siècle. Ce n'est pas un homme à cheval sur le XVIIe et sur le XVIIIe qui a connu le règne de Louis XIV, c'est pleinement un homme du XVIIIe siècle, qui meurt aussi, chose très importante, avant la Révolution française. Ce n'est pas un martyr de la Révolution, il meurt avant la Révolution française. Donc c'est puissamment un homme du XVIIIe siècle. Deuxième chose, vous le voyez, il est né à Nancy, il est issu d'une famille lorraine. La Lorraine, je vous le rappelle, elle est en balance entre la France et l'Autriche. Son père, François-Joseph de Stainville, est l'éminence grise du duc de Lorraine, François III, promis à une grande destinée, puisque très rapidement, en 1737, il devient François II, duc de Toscane, puisque Stanislas devient lui-même duc de Lorraine. On éjecte François III qui devient François II au grand destin. Pourquoi ? Parce qu'il devient bientôt François Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique en 1745. Donc d'une famille, on va dire provinciale, lorraine, on a là quelqu'un qui va dominer l'Europe, avec toujours ce François-Joseph qui est l'éminence grise de l'empereur. Il n'aura jamais une fonction officielle dans l'Empire, tout simplement parce que François Ier veut quelqu'un, un conseiller, qui ne soit pas attaché à l'Autriche. Et donc, on est finalement dans une situation qui est paradoxale et potentiellement un cul-de-sac pour ce Choiseul, qui est un militaire d'abord au service du roi de France pendant la guerre de succession d'Autriche, entre 1741 et 1748, avec un père qui est en France, agent officieux de l'empereur, et un frère qui va combattre du côté des Autrichiens. Une situation qui est assez étonnante, et aujourd'hui, on aurait du mal à voir comment
un tel personnage va finir par devenir ministre du roi de France. Autre caractéristique, vous le voyez, il se marie en 1750 avec Louise Honorine Crozat, c'est-à-dire que c'est un homme extrêmement riche. Pourquoi ? Parce qu'il épouse la fille et la petite-fille de personnages qui sont les plus grands banquiers du règne de Louis XIV et les hommes les plus riches sous le règne de Louis XV. Et donc, l'image de Choiseul, c'est aussi celui d'une grande générosité. Il dépense sans compter. Tous les soirs, il offre le dîner à plus de 200 couverts dans son hôtel de la rue de Richelieu, pas très loin d'ici. Et sa demeure est un faste qui est connu de tous, puisque c'est un grand collectionneur de tableaux. D'accord ? Des tableaux italiens, des tableaux anglais, des tableaux français du XVIIe, du XVIIIe siècle. On a là, alors la tabatière de Choiseul, que vous connaissez puisqu'elle vient d'être achetée par le musée du Louvre, on voit sur ces tableaux justement la représentation de sa collection d'art. Dernière caractéristique qui est très importante dans la pensée de Choiseul, je vous ai mis sa carrière militaire, c'est que ça reste un militaire, il pense en militaire issu de la haute noblesse. Alors certes, il va être ambassadeur ensuite, mais c'est avant tout véritablement un militaire. Pour revenir sur ces ambassades sont une vraie catastrophe. D'accord ? Ne pas penser qu'on a là un génie qui passe du militaire à l'ambassade au ministériat en réussissant systématiquement. Ce n'est pas vrai. La première ambassade à Rome est véritablement une catastrophe. Il multiplie les incidents diplomatiques. Il se dispute violemment avec le pape Benoît XIV, qui lui dit « Eh bien, fais le pape, vas-y, prends ma place ». Choiseul rattrape les choses. Deuxième chose, avec le gouverneur de Rome, qui deviendra ensuite le proche conseiller et secrétaire du pape, Arquinto, il menace, pour une question de querelle de préséance et de loge, de le balancer de la loge. Donc on a à chaque fois des incidents diplomatiques qui sont couverts par Madame de Pompadour. Mais il a une qualité, c'est qu'à chaque fois qu'il passe quelque part, il comprend comment fonctionne l'institution et il comprend comment lui-même doit s'améliorer, notamment par le conseil. Il s'entoure à chaque fois de spécialistes pour réussir à être performant dans le domaine, dans le poste qu'il occupe. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est se plonger dans les arcanes du pouvoir des années 1750 pour comprendre comment Choiseul arrive au pouvoir et aussi essayer de démêler le vrai du faux. Donc l'épisode central dans l'arrivée au pouvoir, quand je dis l'arrivée au pouvoir, c'est l'arrivée finalement à la cour auprès de Madame de Pompadour, pas encore le pouvoir en 1758, même si vous verrez que tout est lié. Le plus important, c'est l'épisode qu'on a appelé l'épisode Choiseul-Romanet. C'est-à-dire que Choiseul réussit à mettre de côté Madame Choiseul-Romanet, qui est sa cousine par alliance. Et Madame Choiseul-Romanet est une des maîtresses de Louis XV. Alors, il est à la cour à ce moment-là. Pourquoi ? Non pas parce qu'on le tolère, lui, à la cour, mais parce que l'un de ses meilleurs amis, qui est aussi son beau-frère, le duc de Gontaut-Biron, est proche de la Pompadour. Donc, il a accès indirectement au dîner du roi, au souper du roi. Et donc, cette passade avec la Choiseul-Romanet, Choiseul en 1752 refuse que son nom soit associé à une maîtresse du roi et réussit à contraindre la demoiselle Choiseul-Romanet à quitter Versailles. Alors c'est un soufflet pour le roi qui se voit privé de son joujou. Bon, rassurez-vous, il en aura d'autres très rapidement, hein. C'est pas un problème. Et c'est un soulagement pour la Pompadour qui n'a plus accès à la couche royale, qui ne couche plus avec le roi, qui devient sa conseillère, sa confidente, et qui avait peur de se faire évincer par une rivale. Donc c'est un soulagement, et c'est un double soulagement parce que Choiseul reçoit en plus les lettres écrites par Louis XV à Madame de Romanet, où, je vous passe les mots d'amour, où en plus, il n'hésite pas à dire qu'il fera tout ce qu'elle veut, notamment évincer Madame de Pompadour. Il y a des scènes comme ça où il jure qu'il n'a jamais rien écrit et qu'il ne jure que par elle, et elle lui sort les lettres en disant « Ah bon, c'est ça, regardez ce qui est écrit là ». Louis XV a l'air évidemment d'un nigaud, ce ne sera pas la première fois avec Madame de Pompadour, et évidemment, c'est la consécration pour Choiseul, mais en même temps, il se crée une inimitié profonde, celle du roi.
1752, c'est l'arrivée dans les cercles de pouvoir auprès de Madame de Pompadour qui propulse finalement Choiseul dans les arcanes du pouvoir. Alors, ça va lui permettre de rentrer, on l'a dit, dans la diplomatie et d'aller à Rome bientôt. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement comment il accède au pouvoir. Et démêler pour l'historien le vrai du faux. C'est ce que je vous ai mis un peu sur cette représentation. D'abord, on pourrait penser, avec les mémoires de Choiseul, que c'est une opportunité personnelle, mais qu'il n'a pas désirée. J'étais là, pas de chance, j'ai vu ma cousine, j'étais pas d'accord, j'ai récupéré des lettres, je les ai données à celle que je connaissais pas trop, là, Madame de Pompadour, voilà, et puis ensuite, on m'a supplié d'aller à Rome, j'ai accepté parce que je dois servir l'État, c'est ce qu'il explique dans ses mémoires. Donc là, on a une subjectivité particulière, une écriture qui se fait après la disgrâce, après 1770, et on est finalement dans un premier mode de récit de cette conquête du pouvoir. En réalité, il y a une dimension courtisane. À partir de la fin de la guerre de succession d'Autriche, à partir de 1748, il a bien compris, puisque Louis XIV ne veut plus faire la guerre, qu'il n'a plus aucune carrière dans l'armée. Il ne pourra plus gravir les échelons, puisque finalement, il faut faire la guerre pour réussir à se montrer. Et donc, il y a cette dimension courtisane dont il profite avec le duc de Gontaubiron, et il se rapproche progressivement des cercles de pouvoir jusqu'à entrer dans les dîners, les repas du roi. Et quand on lit justement les archives de Choiseul, quand on a accès aux lettres qu'il envoie, à partir des années 1750, quand il écrit, quand il discute avec d'autres ambassadeurs, il crève d'ambition. Il a véritablement, dès 1750, envie de trouver une place. Ah, la Pologne se libère. Ah, la Suède se libère. Ah, l'Empire ottoman se libère. Je vais candidater. Sauf que la diplomatie, ce n'est pas comme la vénalité militaire. On ne peut pas acheter un régiment. Il faut être nommé. Et Choiseul comprend que le seul moyen de se faire nommer à un poste de diplomate, c'est de se rapprocher du pouvoir. Et donc, ça explique finalement cette ambition et cette réussite. C'est du complot. On est véritablement là dans le complot pour réussir à accéder au pouvoir. Est-il capable de le faire? C'est ce que je vous dis, il y a le rôle du substrat familial, puisque la famille Choiseul, depuis le XIIIe, XIVe siècle, sert le pouvoir. On n'est pas dans le cas d'un militaire qui débarque, qui passe son temps sur les champs de bataille. On a une tradition familiale, une tradition curiale de service des grands. Ça a été la Bourgogne au XIVe, XVe siècle. Ça a été par épisode le roi de France au XVIe, XVIIe siècle. Ça a été aussi la Lorraine au XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a cette tradition de service curial qui fait que Choiseul, en choisissant de servir le roi par la diplomatie, ne va finalement pas être dépaysé. N'oubliez pas le rôle de son père déjà. Donc on est véritablement dans une tradition familiale qui fait que Choiseul n'est pas dépaysé quand il entre au service du roi. Bon, évidemment, il y a quelques maladresses qu'il va rapidement corriger. Alors, la question qu'il faut se poser maintenant, et qui est aussi intéressante, et qui va permettre de comprendre dans ces années 1760, 1770, prendre la température un petit peu des conflits politiques, des oppositions parlementaires, et surtout dans un contexte de guerre internationale, c'est pourquoi Choiseul reste au pouvoir. On a un ministre d'une longévité exceptionnelle pour le règne de Louis XV, qui reste 12 ans au pouvoir, en sachant qu'il y a de manière permanente des cabales anti-Choiseul. Depuis le départ, le clan des dévots le déteste. Le détestait encore plus après l'expulsion des Jésuites, mais on a véritablement les maîtresses royales, les dévots, et aussi des inimitiés politiques qui viennent de tel ou tel ministre. Comment comprendre cette longévité ? Alors, ce qui est intéressant de voir, et on y reviendra, ce sera un peu la conclusion, c'est qu'il va faire des choix, tout le temps. Des choix politiques qui, à court terme, lui permettent de rester au pouvoir, mais qui, sur le long terme, vont déstabiliser et désacraliser la monarchie. Alors, la première raison, pourquoi Choiseul reste au pouvoir, c'est sa popularité. Une popularité qui est parisienne et salonnière, c'est-à-dire, c'est une bête de cour. Choiseul est très bon, il sait se montrer, et les salons le glorifient. Les salons notamment de Madame du Deffand, par exemple, il représente l'image d'une ancienne noblesse très fastueuse, aussi libertine. D'accord ?
Alors, quand on parle salon, je vous le redirai, mais ne pensons pas qu'au salon philosophique. Bien au contraire, parce qu'il fréquente avant tout les salons antiphilosophiques. Et donc c'est difficile, j'y reviendrai, de classer Choiseul comme l'ami des parlements, l'ami des philosophes, l'ennemi des dévots. Dans un premier temps, il réussit à passer entre toutes ces oppositions, mais on verra que sa disgrâce, elle est liée justement au fait que toutes ces cabales vont se retourner contre lui, non pas en étant forcément liées, mais en usant de leur pouvoir de nuisance pour le déstabiliser et finalement faire choisir le roi à son éviction. Le deuxième soutien, qui est très important, c'est le soutien parlementaire. Encore une fois, il serait faux de penser que Choiseul est uniquement l'ami des parlements. Bien au contraire, il raisonne en militaire. Il est très pragmatique. On est pendant la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763. Il entre au ministériat à partir de 1758. Et pour lui, pendant la guerre de 7 ans, on a besoin avant tout de subsides. On a besoin d'argent. Et pour voter les édits fiscaux, on a besoin du Parlement. Le Parlement doit enregistrer tous les édits. Et donc, pendant la guerre, on lâche du lest sans aucun problème au Parlement. On n'est pas dans la politique, on est dans le pragmatisme. Et Choiseul, c'est un pragmatique. Là, il faut cette réaction-là. Si 5 ans plus tard, on doit se retourner contre les parlements pour une autre raison, on le fera. Ce ne sera pas le cas, on va le voir, mais il y a cette affaire. Alors, plusieurs exemples. L'affaire de Besançon. Le Parlement de Besançon est un Parlement très calme, mais on a nommé à la tête de l'intendance un certain Bourgeois de Boine qui est très hostile aux parlementaires et qui va devenir aussi premier président du Parlement. Vous doutez que ça ne peut pas bien se passer. Ce n'est pas possible. Donc, on va avoir à partir de 1759-1760 une opposition très importante des parlements provinciaux contre le roi. Autant Paris, c'est facile à gérer. Le roi peut se déplacer, faire un lit de justice, tout rentre dans l'ordre. Les parlements provinciaux, pour le peu qu'ils soient un peu lointains, Pau, là c'est le bout du monde, hein, Pau, alors la Normandie c'est pas trop gênant, mais Dijon, Besançon, Toulouse, à partir du moment où les parlements sont un peu éloignés, on prend un peu ses aises, d'accord, avec la monarchie ou avec le roi, l'image du roi. Et donc en 1760-1761, dans cette affaire de Bretagne, de Besançon, on va y venir, l'affaire de Bretagne, dans cette affaire de Besançon, Choiseul fait rappeler Bourgeois de Boine. On a besoin des parlements. Ce n'est pas le moment d'avoir des contestations. Autre moment, l'expulsion des Jésuites, en 1762. D'accord ? On a besoin, encore une fois, des parlements. On a une tension entre l'ordre des Jésuites et les parlements. Laissons faire. Alors, pour revenir sur cette question de l'expulsion des Jésuites, il ne faut pas voir Choiseul à la manœuvre. Le clan dévot déteste Choiseul parce qu'il est libertin. Choiseul, on n'a à peu près rien à faire des Jésuites ou des dévots, si ce n'est politiquement. Cette affaire est assez incompréhensible dans la mesure où tout part, l'expulsion des Jésuites, d'une faillite du Père Lavalette qui est en Martinique et une faillite commerciale. Faillite commerciale qui touche une maison marseillaise qui réclame au Père Lavalette 1,5 million de livres. Le tribunal pour faire simple, le tribunal de commerce considère le Père Lavalette comme responsable et l'ordre des Jésuites, forcément solidaire du Père Lavalette. La conséquence, c'est que les Jésuites vont faire appel de la décision de manière très étonnante, non pas devant le Grand Conseil, qui est une cour souveraine, une juridiction qui globalement aurait jugé sur le fond sans attaquer les Jésuites, mais devant le Parlement de Paris. Quand on sait les relations compliquées entre le Parlement et l'Église au XVIIIe siècle, la crise janséniste, les refus de sacrement, on se pose encore la question, et même Michel Antoine dit, mais c'est une décision qui est incompréhensible. Pourquoi aller porter l'affaire devant le Parlement de Paris ? Et le Parlement de Paris va évidemment condamner le Père Lavalette et les Jésuites, mais en plus, dans une décision un peu kamikaze, faussement naïve, va dire, mais cet ordre, est-ce qu'il respecte la tradition gallicane? Reprenons la constitution des Jésuites et vérifions si les Jésuites respectent les principes de la France et les principes gallicans.
forcément, on peut toujours trouver des choses qui vont contre, ou qui vont à l'encontre du gallicanisme, et ça explique pourquoi l'ordre des jésuites se fait expulser. Signalons aussi que le roi et Choiseul sont prêts à intervenir. Ils demandent à Rome, au pape, d'intervenir, et le pape décide de ne pas intervenir. Donc il n'y a pas qu'une faute, on va dire, endogène qui serait liée à la monarchie française. À Rome aussi, on ne cherche pas plus que ça à défendre les jésuites. Autre cadeau fait aux parlementaires en 1763, alors que la guerre se termine, on change de contrôleur général et on décide de mettre Laverdy, un parlementaire, comme contrôleur général des finances. C'était donner un gage au Parlement, notamment au Parlement de Paris, en leur disant bien maintenant, alors à la fois un gage et à la fois une mise devant la responsabilité, vous avez toujours refusé, vous continuez de refuser de voter les édits Burceau, eh bien très bien, on nomme quelqu'un du sérail, à partir de ce moment-là, débrouillez-vous. Et on mettait aussi Laverdy, qui avait été le principal meneur, un vrai aboyeur au Parlement, très bien, maintenant, vous avez bien aboyé au Parlement, on va voir ce que vous faites en situation. Mais c'était aussi donner un gage aux parlementaires, on le reverra. Pire, sur le long terme. Pire, sur le court terme, ça ne pose pas véritablement de problème. Sur le court terme, il accepte à partir de 1763 que les cours souveraines puissent donner un avis sur la politique économique et puissent présenter des projets. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la monarchie. Pour la première fois, on associait des cours souveraines à la politique. On est, pour la politique économique, dans une politique du secret. Seul le roi et son conseil peuvent finalement décider de ce qui se fait. Pour la première fois, on donnait raison dans les conflits parlementaires un petit peu compliqués de l'époque, où le Parlement réclamait des droits. Le Parlement, notamment le Parlement de Paris, n'a aucun droit, c'est une cour de justice. La seule chose qu'il fait d'un petit peu on dirait constitutionnel, c'est de vérifier les édits, les déclarations et les ordonnances. Il n'a aucun pouvoir politique. Et là, c'était en 1763, donner finalement raison un petit peu au Parlement en leur disant, on va vous demander, alors il n'y avait pas que les parlements, il y avait la Cour des aides, la Chambre des comptes, on va vous demander si vous voulez nous aider un petit peu à construire une politique économique. Pour Choiseul, c'était de dire, voilà, on doit avoir de l'argent, on doit trouver de l'argent. Vous contestez, d'accord, mais donnez-nous une solution. C'est bien beau de contester. Allez-y. À partir de maintenant, vous êtes contre nos projets. Donnez-nous des projets où on va pouvoir trouver de l'argent. Alors, c'était malin de la part de Choiseul, parce que ça permettait de mettre le Parlement devant ses responsabilités. Mais encore une fois, c'était donner beaucoup d'importance à finalement ce qui était des contestations, qui n'étaient que des contestations de papier. Troisième raison qui peut expliquer pourquoi Choiseul reste au pouvoir, c'est l'argent. Certes, l'argent vient des édits Burceau, mais il a l'appui et la proximité des grands financiers parisiens. Certes, les Paris, qui sont déjà très proches de la Pompadour, et dont l'un des frères Paris est le parrain de Madame de Pompadour. Mais à partir des années 1757-58, émerge une personnalité trop méconnue, qui est Jean-Joseph de Laborde. Laborde, c'est un marchand bayonnais. C'est quelqu'un qui fait fortune dans le commerce. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui s'intéresse à on va dire à la ferme générale, aux impôts et qui est sur la place parisienne, mais qui devient le protégé de Choiseul et qui, pendant la guerre, réussit de manière quasiment magique à lever énormément d'argent. En 57, 58, il réussit chaque mois à lever par ses réseaux espagnols, parce qu'en fait, il est dans le commerce de piastres espagnols, bon, je ne rentre pas dans le détail de la monnaie espagnole, et en réalité, il réussit de manière quasi miraculeuse, dès le départ, à lever énormément d'argent. Donc on a là, dans le début de la guerre de 7 ans, une poule aux œufs d'or. Et c'est Laborde. Et donc, Choiseul a les mains libres. Certes, si le Parlement ne veut plus signer ou enregistrer d'édits Burceau, on a notre poule aux œufs d'or qui va nous sortir comme ça, quasi gratuitement. C'est pas gratuitement, ça va coûter très cher, mais nous sortir de l'argent frais. D'autant que Choiseul fait marier Laborde avec une fille Nétine. Donc il a les réseaux espagnols, mais la famille Nétine, ce sont les grands argentiers de l'Autriche. Et donc à Bruxelles, dans les Pays-Bas autrichiens, on fait marier la plupart des filles de la veuve Nétine qui tient d'une main de fer la place bruxelloise. On fait marier la fille Nétine, la cadette, avec Laborde, et on va faire marier
tout le personnel du Trésor, on a 2 ou 3 gros bonnets du Trésor à Paris, qu'on va marier avec toutes les filles Nétines. Donc assez pratique pour récupérer de l'argent. Et je vous donne juste une ou deux sommes. Hein. En 1763, Laborde réussit à lever sur l'année 107 millions de livres. C'est-à-dire un tiers du budget sur l'année, un tiers des recettes. En 1765, après la guerre, pour épurer, il réussit à lever 158 millions de livres. On a là des sommes qui dépassent l'entendement, c'est-à-dire que c'est comme si on réussissait aujourd'hui à apurer 500 milliards, à trouver quelqu'un qui est capable de sortir 500 ou 800 milliards en sortant des banques, ce qui est improbable et hautement impossible. Autre chose, Laborde joue un rôle clé parce qu'il est aussi le banquier privé de Louis XV. Il est banquier de la cour. Et donc, pour ses dépenses quotidiennes, Louis XV fait appel à Laborde. Pour vous donner un chiffre, encore une fois, Louis XV a dépensé 37 millions de livres pour Madame de Pompadour, jusqu'à sa mort en 1764. D'accord ? Et je ne parle même pas des dépenses, puisqu'on a les comptes de Laborde qui sont aux archives nationales du monde du travail, on a les comptes de la banque Laborde. Je ne vous parle même pas des dettes quotidiennes de Louis XV, notamment les dettes de jeu. À chaque fois, un billet, allez voir Laborde, allez voir Laborde, allez voir Laborde. Donc on a là quelqu'un qui est très pratique et qui permet de retirer l'épine dans le pied, qui est plus qu'une épine, vous avez compris, mais l'épine dans le pied de la monarchie pendant ces années 1760. Autre point qui montre aussi pourquoi Choiseul est au pouvoir, c'est les succès diplomatiques. D'accord ? Il ne faut pas oublier que Choiseul négocie très bien durant la guerre de 7 ans. Il apparaît comme le négociateur d'une défaite relativement clémente, puisque la France, avant la négociation, a tout perdu. Le Sénégal, Gorée, les îles à sucre, Belle-Île, le Canada, elle n'a plus rien. Et elle s'en sort finalement, après la guerre, uniquement avec la perte du Canada. D'accord ? Les quelques arpents de neige qu'on ne retrouvera jamais, mais on conserve les îles à sucre qui vont faire le succès de la France dans la deuxième moitié du siècle. Alors, on pourrait dire, c'est merveilleux, Choiseul est une personnalité exceptionnelle. Alors, c'est un peu ça peut être le défaut du biographe, de dire à chaque homme, mais vous voyez ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Grâce à lui, on a conservé tout ça. Alors, c'est partiellement le cas, il a bien négocié, mais en réalité, vous allez voir que tout n'est pas lié à sa personnalité et à sa réussite. Il réussit 2 bons coups pendant cette guerre. En 1761, le premier bon coup, c'est de réussir à faire entrer l'Espagne dans la guerre, puisque en 1759, Choiseul a une idée merveilleuse, c'est de se dire, on va concentrer toute la flotte, on va envahir l'Angleterre, et comme ça, on répare tout ce qu'on a pas, toutes les défaites qu'on a subies en 57-58. C'est l'échec des cardinaux le 20 novembre 1759, où toute la marine française est balayée. Problème, faire la guerre à l'Angleterre sans bateau, ça risque d'être un peu compliqué. On n'a pas le tunnel sous la Manche encore, donc c'est un peu compliqué pour aller en Angleterre. Donc, finalement, on se dit, on va utiliser l'épouvantail espagnol en disant, on a la marine espagnole, on a maintenant un adjuvant qui va nous permettre de continuer à faire la guerre. Premier bon coup, c'est le pacte de famille qui est signé le 15 août 1761. Premier bon coup. Le deuxième bon coup, c'est que l'Angleterre commence à patiner aussi, elle en a un peu marre, la pression fiscale est considérable sur les Anglais, et c'est de dire, on est en négociation, Pitt ne veut rien lâcher, Choiseul publie intégralement les négociations en cours des documents diplomatiques, publie tous les documents, tout ce qui a été proposé par la France et refusé par l'Angleterre. Alors c'est un bon coup, on va dire, médiatique, parce qu'on dit, vous voyez, moi je négocie, mais en fait, en face, ils ne veulent pas. Donc si on perd à la fin, tant pis. Comment on arrive finalement à 1763 et à la récupération et de Gorée et des îles à sucre ? En fait, ce n'est pas grâce à Choiseul. En septembre 1761, Pitt, qui est un génie politique, a compris que l'Espagne pouvait poser problème. Et Pitt dit, il faut maintenant envahir l'Espagne. Il faut attaquer l'Espagne. Les Anglais ne veulent plus de guerre, Pitt démissionne. Et on arrive dans une situation où les pro-paix, ceux qui ne veulent plus la guerre, prennent le pouvoir aussi en Angleterre. Et donc, on va négocier pendant 2 ans, avec la pression notamment des colons jamaïcains, qui font pression pour qu'on ne garde surtout pas
les îles à sucre françaises, qui seraient une concurrence. On arrive en 1763 avec la récupération des îles à sucre, Saint-Domingue notamment, qui fait que Choiseul apparaît comme celui qui a récupéré toutes ces îles. En fait, il ne les a pas récupérées, c'est plutôt les Anglais qui ont préféré conserver le Canada, puisque ça donnait une unité aux colonies anglaises, et il n'y avait plus d'opposition sur ces colonies-là, et on conserve les îles à sucre. Voilà. Donc ce sera la réussite économique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais Choiseul n'y est finalement pas pour grand-chose, il est un peu le jouet des circonstances. Alors il y a d'autres réussites diplomatiques, il y a la Corse au même moment. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez là beaucoup de raisons qui expliquent les réussites de Choiseul. Dernière raison qui explique sa réussite, c'est la domination politique de la cour. Jusque 1764, on s'appuie sur Madame de Pompadour, et après 1764, on a toujours la présence de Choiseul qui, pour le roi, et là la personnalité du roi est très importante, Louis XV est un roi très intelligent, très travailleur. Il travaille beaucoup en tête-à-tête avec ses ministres, il travaille beaucoup dans une diplomatie secrète, et il aime aussi ses plaisirs, mais ce qu'il déteste, ce sont les réunions publiques. Choiseul, lui, sert justement de factotum, c'est quelqu'un qui va pour lui dans ces réunions-là, c'est quelqu'un qui va être présent quand il y a un peu de monde, et c'est surtout quelqu'un, ce que déteste absolument Louis XV, c'est l'élite justice et régler les problèmes parlementaires. Il déteste ça. Alors, je ne vais pas dire qu'il déteste les parlementaires, mais ça ne l'intéresse pas. Quand un président au Parlement, un procureur général au Parlement vient lui présenter des remontrances, il souffle, il regarde ça, très bien, je vous répondrai, et il jette ça au feu. Et on signale à chaque fois dans les lettres, dites au roi de ne pas avoir cette attitude-là. Ça déconcerte totalement les parlements. On a l'impression qu'il n'en a strictement rien à faire. Et Choiseul est là pour régler ces problèmes-là. Donc il sert un petit peu, si vous voulez, aussi de bouclier. Et pendant que Choiseul est là, on a une solution politique qui est bien pratique et qui fait que Choiseul n'a pas, le roi n'a pas à régler ses problèmes. Alors, c'est très bien, mais il faut comprendre maintenant, après ces 12 années, pourquoi Choiseul est disgracié. Si on rentre dans le temps très court, la cabale est de décembre 1770. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. Choiseul déteste la du Barry et veut son départ. Grosse erreur politique puisqu'elle n'a aucune ambition politique. Mais rapidement, elle comprend qu'il n'en restera qu'un. Il faut absolument que ce soit elle. Et donc, on a aussi un changement politique qui fait que au contrôle général des finances, l'abbé Terré va arriver. À la chancellerie, Maupoux va arriver. Et ces personnages-là, avec en plus le duc d'Aiguillon qui est gouverneur de Bretagne, ces personnages-là vont se liguer contre Choiseul pour mener une campagne de déstabilisation en faisant croire au roi que Choiseul, à la fin de l'année, c'est très important, à la fin de l'année 1770, veut faire la guerre à l'Angleterre. Or, alors c'est pas totalement faux, or, Choiseul, au début de l'année, veut absolument, c'est un militaire, il veut sa revanche, au début de l'année, veut faire absolument la guerre à l'Angleterre. Janvier 1770, il demande, il est prêt, il a fait les réformes de l'armée, la réforme de la marine qui lui a permis de reconstruire une marine, il veut absolument faire la guerre. Au début de l'année, l'Espagne n'est pas d'accord du tout. Plus on va avancer dans l'année, plus Choiseul comprend que c'est une erreur de faire la guerre, parce qu'on n'a pas d'argent et parce que c'est mieux d'attendre encore un petit peu. Plus on avance dans l'année, plus l'Espagne prend confiance. Il y a la guerre aux Malouines et l'Espagne réussit à reconquérir ou à conquérir les îles. Et donc, on a une trajectoire qui est inversée. En décembre 1770, Choiseul ne veut plus faire la guerre. L'Espagne veut absolument faire la guerre. Et en décembre, le 17 décembre 1770, il envoie une lettre où il dit « Vous ferez comme vous voulez. Vous savez que je ne veux pas faire la guerre, mais dans la mesure où je respecterai le pacte de famille, qui est engagé depuis 1761, je me plierai à ce que vous voulez faire. Mais je ne veux pas faire la guerre. » Et les ennemis de Choiseul prennent prétexte de ce qui se passe en Espagne pour dire voilà, c'est Choiseul qui pousse tout le monde à faire la guerre. Le roi ne veut pas la guerre. Au Conseil,
le 21 décembre 1770, le roi demande à Choiseul si effectivement il a envoyé de telles lettres à l'Espagne. Et Choiseul dit oui, j'ai demandé à ne pas faire la guerre, mais que je suivrai les instructions. Et j'attends le retour de cette lettre. Cette lettre n'est pas revenue encore. Louis XV décide de disgracier Choiseul. Au grand bonheur de la du Barry et des conjurés de ce qu'on va appeler le triumvirat, à savoir l'abbé Terré, le chancelier Maupoux et le duc d'Aiguillon. Alors, ça, c'est la raison, on va dire. Donc, le 24, il reçoit sa lettre, et le 24 décembre, il quitte son hôtel de la rue de Richelieu. Là, vous voyez passer, vous l'imaginez descendre en carrosse sous les vivas, des embouteillages partout, ça n'a pas beaucoup changé Paris, jusqu'à la barrière d'Enfer, et il quitte finalement Paris pour Chanteloup. Mais, et c'est là le travail de l'historien, c'est qu'on travaille sur le temps très court, on voit pourquoi il y a la disgrâce. En réalité, tous les mécanismes qu'il a réussi à mettre en place et qui lui ont permis d'être au pouvoir pendant toutes ces années, finalement, toutes ces portes ouvertes finissent toutes par se refermer. Parce qu'il n'a pas réfléchi à une politique sur la durée. On est tout le temps dans le coup d'éclat permanent, si vous voulez. Et tout se referme. Qu'est-ce qui se referme ? D'abord, c'est le soutien parlementaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien parlementaire. On a un soutien qui a été épisodique. Et on a un effritement après 1763 et des prétentions politiques qui vont se développer de plus en plus. L'affaire de Bretagne. Sans rentrer dans le détail, vous savez que dans cette affaire, on a des lettres qui sont envoyées au roi et on va accuser Lachaloté, le procureur général, à savoir le représentant du roi, qui va être enfermé. Je reviendrai tout à l'heure sur cette affaire. Et cette affaire empoisonne finalement les relations entre les parlements et Choiseul, puisque Choiseul ne peut pas défendre les parlements. D'accord ? On est dans une affaire assez grave. On a aussi finalement les salons. Je vous ai dit qu'il y a une popularité et qu'il avait été défendu notamment par Madame du Deffand, mais il a l'inimitié des philosophes à partir de 1760. Pourquoi ? Parce que sa maîtresse, Madame de Robec, fait publier, soutient plutôt une pièce de théâtre qui s'appelle Les philosophes et qui est profondément anti-philosophique. On va se moquer des philosophes, donc écrite par Palissot, soutenue par Fréron, qui sont des encyclopédistes. Et donc on va avoir là finalement, non pas une césure, mais les philosophes vont complètement se détacher de Choiseul. Et au moment de l'expédition de Guyane, qui va être une catastrophe, où plus de 9000 personnes vont mourir, soit sur les bateaux, soit en Guyane, parce qu'on n'a rien préparé, Diderot se charge de véritablement lancer des piques contre Choiseul. Autre problème, c'est les financiers. On avait Laborde. La soupape que représentait Laborde saute en 1767 parce que Laborde est usé. Sa femme envoie des lettres à Choiseul en disant « Mais arrêtez, mon mari va mourir. Il est épuisé. Il n'arrête pas de courir, il fait tout, sa santé en pâtit. » Et en 67, Laborde dit « Je me retire de la ferme générale, je me retire de la banque de cour, je préfère redevenir marchand. Et je préfère aussi profiter de tout ce que j'ai de mes plantations. » C'est quelqu'un qui a 1500 esclaves à Saint-Domingue, avec des centaines d'hectares. Et c'est ça qui lui rapporte beaucoup d'argent, je veux dire, sans presque rien faire. Donc, Laborde, qui est immensément riche, préfère profiter de ce commerce qui lui rapporte beaucoup d'argent. Il faut voir que Laborde, quand Laborde lâche 100 millions ou 90 millions, il faut les récupérer derrière. Il faut courir après la monarchie qui est très mauvaise payeuse. Et donc, ça pose énormément de soucis. Et là, on a aussi une césure. On a une césure. La domination de la cour n'est aussi plus efficace. Parce qu'on a l'émergence et une alliance incroyable entre, d'un côté, le parti des Vaux. La mort du dauphin en 1765 n'a pas entamé finalement la puissance du parti des Vaux, qui déteste Choiseul pour son libertinage, et l'alliance avec la du Barry. D'accord ? La maîtresse venue du caniveau ne dérange pas véritablement le parti des Vaux. Parce qu'on sait très bien, c'est toujours la politique du pire, on préfère avoir une maîtresse qui vient du caniveau qu'avoir un ministre libertin qui nous déteste et qui fera tout pour nous supprimer. Donc, Madame du Barry, nouvelle Esther, est la personne qui doit justement se charger de renverser Choiseul. Enfin, c'est le problème aussi des succès diplomatiques. La Guyane est un échec et
Choiseul ne peut pas jouer ou surfer sur l'idée de faire la guerre pour renforcer son pouvoir, puisque le roi ne veut surtout pas de la guerre. Donc on a finalement toutes ces portes qui se ferment. La dernière porte qui se ferme, et la plus importante, c'est finalement l'orgueil au pouvoir. C'est le sous-titre de l'ouvrage. Pourquoi ? Parce que Louis XV vit la politique, ou vit la vie politique par procuration, comme il l'a toujours fait. Louis XV devient roi à 5 ans. Il a pour précepteur le cardinal de Fleury, qui reste en poste jusqu'à sa mort en 1743. Pendant 38 ans, il a eu, comme ça, quelqu'un qui a fait de la politique pour lui. Il a besoin d'un mentor, toujours, Louis XV. Ce mentor, ça va être le prince de Conti. Ensuite, ça va être Madame de Pompadour. Il a besoin de quelqu'un pour se confier, pour discuter, pour savoir s'il ne se trompe pas. Il a une hantise de l'erreur chez Louis XV qui est très impressionnante. Il est capable de se déjuger devant tout le monde au conseil en disant « J'avais cet avis-là, mais je pense que vous avez raison parce que je pense que non, je vais vous laisser choisir. » On ne voit pas ça. D'accord ? Il y a cette hantise de l'erreur. Et avec Choiseul, on a encore une fois un mentor politique, notamment pour la gestion des parlements ou de la crise parlementaire. Sauf qu'à ce moment-là, dans ces années 1768-1770, on a finalement une nouvelle théorie politique qui apparaît. La théorie politique de Choiseul, c'est de dire, pour les parlements, négocions. Je suis là, je vais discuter, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On négocie, on a Laverdy qui est au pouvoir, on fait venir dans l'hôtel de Choiseul les parlementaires, on discute. Maupoux est plutôt pour l'électrochoc, pour l'épreuve de force. Maupoux instille une nouvelle théorie politique en disant « mais ce n'est pas ça la solution, on va casser le Parlement, on va le détruire. Là, vous pourrez faire ce que vous voulez. Là, vous ne serez plus embêtés avec ces parlementaires qui sont propriétaires de leur office et qui font ce qu'ils veulent. Cassons le Parlement, détruisons le Parlement, rachetons les offices et nous mettrons en place, on pourrait dire, des juges fonctionnaires que vous choisirez, que vous nommerez. C'est la réforme Maupoux qui arrivera après la chute de Choiseul. Et donc, finalement, à quoi sert Choiseul à partir de 1769-1770 dans l'idée, dans l'image de Louis XV? Finalement, il peut devenir infusible, ce qui n'était pas auparavant, ce qu'étaient la plupart des ministres. Tous les ministres étaient des fusibles. Silhouette reste 9 mois, c'est infusible. On change comme on veut. Ce n'était pas le cas de Choiseul, qui était véritablement un mentor politique. À partir du moment où Maupoux arrive, on a désormais l'image de Choiseul qui change. Choiseul devient véritablement infusible. Et c'est ce qui arrive le 20-21 décembre 1770. Il change de statut, il n'est plus mentor, il est devenu fusible, et c'est fini. Alors, dernière idée, parce que certains ministres, comme Necker, vont un jour revenir au pouvoir. Pourquoi, finalement, ne revient-il jamais au pouvoir ? En 1770, il part à Chanteloup. À Chanteloup, il va jouer un rôle de trublion politique, parce que tout le monde vient le voir. Et tout le monde espère son retour. Pourquoi il ne revient jamais au pouvoir ? Il y a deux moments. Il y a le moment Louis XV et le moment Louis XVI. Évidemment, vous comprenez que sous Louis XV, ce n'est pas possible, parce qu'on a le triumvirat qui est en place. À la mort, en 1774, de Louis XV, c'est la Saint-Barthélemy des ministres, d'accord, le 24 août, excite Maupoux, excite Terray, et là, on se dit, mais il y a une nouvelle place. Alors, excite déjà le duc d'Aiguillon un petit peu avant, mais on se dit, c'est le moment. Là, Choiseul va pouvoir revenir. C'était sans compter sur deux personnalités fondamentales. La première, c'est Louis XVI. Louis XVI déteste Choiseul, parce que son père lui-même, le dauphin, le détestait. D'accord ? Alors Choiseul a une porte d'entrée qui est Marie-Antoinette, puisque c'est lui qui a préparé le mariage du dauphin, donc le futur Louis XVI, avec Marie-Antoinette. Et les discussions sont âpres entre Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est-à-dire que Marie-Antoinette essaie de dire « Mais Choiseul, est-ce qu'on ne pourrait pas le... » Là, c'est niette. C'est des embrouilles de couple improbables à Versailles. D'accord ? La deuxième personnalité, c'est Maurepas. Le mentor politique de Louis XVI, ça va être Maurepas, que l'on sort de 20 ans d'exil politique lié à une disgrâce qui est liée à la Pompadour. Depuis 1749, il est en disgrâce.
forcément qu'en arrivant au pouvoir, il ne va pas appeler le favori de la Pompadour, à savoir Choiseul. Et même, au contraire, il va chercher à verrouiller et à mettre un système en place qui est proprement un système anti-Choiseul, en nommant Vergennes aux affaires étrangères. Alors, le verrou, il est très bien parce que Vergennes va mener une politique excellente et va être un secrétaire d'État aux affaires étrangères excellente, couronné par la victoire aussi liée à la guerre américaine. Mais surtout, Vergennes déteste Choiseul. Pourquoi ? Parce que Vergennes a été en poste comme ambassadeur pour la Sublime Porte et il se marie là-bas sans l'autorisation et sans prévenir Choiseul. Choiseul le rabaisse une première fois et surtout le rappelle en 1768 pour cette affaire-là, mais aussi parce que on avait demandé à Vergennes de pousser l'Empire ottoman dans les guerres qui sont en cours, notamment, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais avec la Russie, et on voulait pousser justement, avec la question de la Pologne, on voulait pousser l'Empire ottoman à faire la guerre aux Russes, et Vergennes y était allé trop mollement. Il est rappelé, envoyé à Autun, pendant 3 ans, entre 1768 et 1771. Et celui qui sort Vergennes de l'exil du Formol, c'est Maupoux. Donc là, on a un cercle d'anti-Choiseul qui font que Choiseul n'a aucune chance de revenir au pouvoir, encore moins en ayant pour contrôleur général des finances Turgot. Puisque l'échec de la Guyane est lié au frère de Turgot, qui était gouverneur de Guyane, qui n'y a jamais mis les pieds, et qui a conseillé Choiseul. Ne vous inquiétez pas, mais tout est prêt là-bas. Bon, 9000, mais on est large. On peut en accueillir beaucoup. Et donc Choiseul se fie sur des avis d'expertise, notamment sur le frère de Turgot, et c'est finalement un grave échec. Puisque là-bas, rien n'est prêt. On fait venir des milliers de personnes, à moitié malades. Les colons n'ont rien préparé. Il n'y a pas de quoi se nourrir, et il n'y a surtout pas de quoi se loger. Et on est en pleine saison des pluies. Donc c'est une catastrophe. Et Turgot est embastillé, et il faut que son frère, donc Turgot, intervienne pour qu'il ne reste pas à la Bastille pendant des années, parce que véritablement, Choiseul est furieux. Alors, pour conclure, la question, c'est toujours la même quand on est biographe, et c'est de savoir est-ce qu'on doit faire finalement une hagiographie de l'objet étudié. Est-ce que Choiseul a été un grand ministre, a été le grand ministre de Louis XV, le meilleur ministre? Alors, le but, ce n'est pas de répondre à cette question, finalement, parce qu'il n'y a jamais vraiment de réponse à ces questions-là, mais c'est finalement d'essayer de faire un bilan. Et vous allez voir que le bilan de Choiseul, il est assez paradoxal. Beaucoup de grandes réussites, très ponctuelles. Mais Choiseul, c'est surtout quelqu'un qui a su préparer l'avenir. C'est un grand ministre réformateur, ce qu'on va voir. D'abord, Choiseul, c'est un visionnaire. Visionnaire dans la situation géopolitique de l'Europe et du monde. Il comprend très tôt que l'Angleterre va dominer le monde. Et il comprend très tôt que le problème de l'Angleterre, ce seront les colonies anglaises. Il le dit très tôt dans les lettres qu'il écrit à Louis XV. Les colonies anglaises sont aujourd'hui le problème de l'Angleterre et bientôt elles vont se rebeller. Et quand les colonies vont se rebeller, c'est là qu'il faudra agir avec notre marine. En gros, il prévoit la guerre américaine. D'accord ? Et il a compris qu'il fallait intervenir. Donc il y a cette vision globale du monde et il comprend aussi qu'on ne peut pas laisser toute l'Europe à l'Angleterre. D'où la Corse. Pourquoi il y a cette volonté de récupérer la Corse ? C'est de faire une Mare Nostrum en Méditerranée. Que les Anglais ne soient pas à domicile, qu'on ait l'Espagne, la France, la Corse qui servent de tête de pont pour empêcher les Anglais de s'installer. Donc ça, c'est la première qualité de Choiseul. La deuxième qualité, sa longévité, elle s'explique par sa modernité politique. C'est un homme politique dans le sens le plus contemporain du terme. Il sait louvoyer. C'est quelqu'un qui parle très bien, qui a tous les réseaux modernes pour l'époque de communication. Il n'a pas Twitter, etc. Mais on a les salons. On a des plumes pour lui. Palissot, Fréron. On a des gens qui écrivent et qui vantent ses qualités. Lui-même rédige, alors ses propres mémoires, ils seront rédigés après sa disgrâce, mais il rédige des mémoires au roi, où il explique tout ce qu'il a fait. Alors, la guerre, j'ai fait ça depuis 3 ans. La marine, j'ai tout reconstruit. Les affaires étrangères, tel pays, j'ai fait ça, tel pays, j'ai fait ça. Et à chaque fois,
il propose sa démission. On n'a pas les sondages d'opinion, on n'a pas Ipsos, etc. Mais le meilleur sondage, c'est de regarder le roi dans les yeux et de lui dire, voilà, je vous donne ma démission, au revoir. Mais non, restez. Ah bon, voilà. C'est bon, je suis toujours à 50 ou 60 ou 70% d'opinion favorable. C'est ça, Choiseul. Autre point qui est très important pour Choiseul, c'est la conscience très nette des faiblesses du royaume. Après 1763, il sait très bien où est la faiblesse. Et c'est pour ça qu'il va réformer l'armée, en demandant à Gribeauval, par exemple, de prendre en charge toute une série de réformes dans l'armement, qui serviront jusqu'au milieu du XIXe siècle. Rénover aussi la marine, il fait reconstruire, il rationalise la marine, en faisant rénover aussi un certain nombre de ports. Donc Choiseul a conscience des outils dont il va avoir besoin pour faire la guerre. Dernière chose assez importante, c'est la capacité à chercher l'efficience. Choiseul a une qualité, quand il passe quelque part, il observe, il regarde. Quand il prend un poste, généralement, il ne part pas tout de suite. Il attend 3, 4 mois, il épluche les dépêches, il consulte et il comprend comment les choses fonctionnent. En comprenant comment les choses fonctionnent, il voit comment ça ne marche pas, surtout. Et c'est à ce moment-là que Choiseul met en place toute une série de réformes qui donnent naissance à une certaine modernité administrative. Par exemple, on a une centaine de dépôts pour les affaires étrangères répartis dans Paris. Choiseul décide en 1761 de faire construire à Versailles 2 nouveaux bâtiments, juste à côté des bâtiments qui ont été construits pour la guerre, et on va avoir l'hôtel de la marine des affaires étrangères installé à Versailles. Tout est rationalisé. On a déjà des casiers où on va mettre toutes les archives par pays, parce qu'on a besoin de consulter les choses assez rapidement. Il va aussi, dans cette modernité administrative, mettre en place un certain nombre de bureaux. Dans l'organisation du ministère aujourd'hui, on a aussi un certain nombre de divisions qui renvoient finalement à ce qu'a fait Choiseul au XVIIIe siècle, qui était déjà constitué en partie avant. Choiseul n'a pas créé les bureaux dans tous ses services. Mais on avait 1, 2 ou 3 bureaux. Là, on passe rapidement à 7, 8, 10 bureaux pour rationaliser encore une fois cette action. Donc on a là quelqu'un, et c'est pour ça qu'on parle de Choiseul encore. C'est pour ça qu'on a acheté la tabatière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le bâton de maréchal de son frère est en vente chez Drouot. Parce que justement, le mot Choiseul renvoie à un ministre qui a eu une action modernisatrice au XVIIIe siècle, mais dont les effets se sont fait sentir tout au long du XIXe siècle. Mais, encore une fois, je ne suis pas là pour faire la géographie de Choiseul, je ne vendrai pas plus de bouquins, ça ne changera pas grand-chose. C'est surtout aussi un certain nombre de tares qui sont liés au personnage qui est enfermé dans ce XVIIIe siècle. La première, c'est l'incapacité à régler la question parlementaire, notamment avec l'affaire de Bretagne. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire de Bretagne, elle a plombé pendant une dizaine d'années les relations entre les parlements et Choiseul. Et ça, personne n'a réussi à le régler. Maupoux essaie de faire l'inverse de Choiseul, ça ne marchera pas mieux. Deuxième chose, une modernité, certes, notamment avec la mise en place d'experts, mais des experts qui ne sont pas vraiment des experts, qui sont des gens en place, qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. Et donc, on va avoir, par exemple, dans l'affaire de Guyane, un désastre qui est un échec massif de l'expertise. On demande à des spécialistes qui sont à Paris, soi-disant spécialistes de la question, comment se passe l'affaire en Guyane. Et Choiseul, avec son enthousiasme, dit « je vais faire ça, regardez, je vais faire ça ». Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut difficilement aller contre le ministre. Et il le reconnaît lui-même en disant « j'ai peut-être été un peu trop, quand je leur ai présenté, un petit peu trop enthousiaste ». Ce qui fait qu'il n'avait pas trop le choix pour aller contre ce que je disais. Dernier point qui est crucial et qui sera, on pourrait dire aussi fatal à la monarchie, c'est une politique qui est sur le court terme. Cette volonté toujours de rester au pouvoir en faisant un certain nombre de concessions et des concessions qui vont avoir une action assez préjudiciable pour la monarchie. Pourquoi ? Parce on est dans le secret, on est dans des choses qui n'appartiennent qu'au roi et on va avoir une dimension politique de désacralisation. Et ça, c'est particulièrement important. À l'époque, on ne voit pas, alors ce n'est pas propre à Choiseul, le roi non plus ne fait pas ce qu'il faut, on a peu d'agiographes, peu de personnes qui vantent les actions du roi, mais Choiseul, par sa politique, a
ajouté sa pierre, enfin il n'a pas vraiment ajouté sa pierre à l'édifice, qu'il a retiré aussi une pierre lui-même de l'édifice monarchique, qui fait que finalement, cette monarchie dans les années 1780, elle est assez démunie. Il y aura la victoire de la guerre d'Amérique, mais on aura aussi une dette considérable qu'on ne peut plus éponger dans ces années 1780. Et je terminerai finalement sur le parallèle entre l'histoire personnelle de Choiseul, qui dans les années 1780 fait lotir tout le quartier et réussit à s'enrichir comme ça, mais détourne en même temps tous les financiers qui étaient là pour prêter à la monarchie, des financiers qui ont bien compris que l'argent ne se fait plus dans le service de l'État, ce que Choiseul a compris aussi. L'argent ne se fait plus dans le service de l'État, mais il se fait dans la spéculation. Et le tarissement des ressources et l'impossibilité pour le roi de trouver de nouvelles ressources tient aussi au fait qu'une grande partie des financiers, qui étaient proches de Choiseul, se détournent définitivement de la monarchie, comme d'autres, pour investir dans la spéculation privée. Je vous remercie. Alors, je vais peut-être passer le micro si certains ont des questions. Non, pas besoin, micro ? Bon, c'est bon. Alors, s'il y a des questions, allez-y. Et que si les Anglais veulent la récupérer, ils sont obligés de faire des concessions. C'est possible aussi qu'il y ait une partie du succès qui soit peut-être... Il y a une pression qui n'est pas du tout due à Choiseul, qui est due au fait qu'on occupe aussi le terrain, vous avez raison. On est là, et surtout, il y a le fait que tout le monde commence à faire la paix de son côté. On est là, on reste là, on fait quoi, on s'en va. Ça sert de point d'appui, effectivement, de pivot pour continuer à négocier. Et ensuite, deux dernières questions. La première, dans quelle mesure, avec le passif qu'il y a dans le domaine de Vienne, dans quelle mesure les réformes militaires qu'il engage à partir du moment où il est au ministère de la Guerre sont, dans une certaine manière, inspirées par l'Autriche. Et la deuxième question, un peu en lien, Jacques Philippe, qui est d'abord au service de l'Autriche, qui ensuite revient au service de la France. L'inspiration des réformes, Choiseul le dit, c'est prussien. C'est-à-dire que ce qui fonctionne, encore une fois, il est totalement pragmatique. C'est-à-dire qu'on dirait, mais non, je ne vais pas faire comme mon ennemi de la veille. Il dit, ce qui marche très bien, c'est ce que fait Frédéric II. On fait la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, on met en place, à partir de 62-63, on va mettre en place des revues où on va faire les manœuvres à Compiègne. C'est là que le dauphin va mourir. Il attrape froid dans l'une des... En 64, il attrape froid dans l'une des manœuvres. En juillet 65, il attrape froid, il meurt en décembre. Et on s'inspire de la Prusse. Tous les règlements où on détaille jusqu'au bouton de manchette, c'est prussien, ça. C'est du Frédéric II. Et on s'inspire totalement de ce que fait la Prusse. Les relations avec son frère, en réalité, elles se passent très bien. C'est-à-dire que, dans un premier temps, son frère décide, il gravit les échelons et il a beaucoup d'honneur en Autriche. Et naturellement, il décide, après la guerre, puisqu'on sait très bien qu'après 63, ça va être compliqué, il n'a plus aucun intérêt à servir l'Autriche. Il revient au service du roi de France. Il aura le bâton de maréchal en 1783, mais on est dans une situation... D'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce qu'il a le bâton de maréchal en 83, on dit « Choiseul, il est disgracié, disgracié, disgracié », mais finalement, il n'y a pas de souci. Par contre, il change d'armée pendant la guerre. Je crois que c'est Oui. En tout cas, en 1760, il est de l'autre côté. Dans l'armée française. Il sert sous Breuil. Oui, il est sous... peut-être. Je pensais que c'était après. Je pensais que c'était après. Bon, je pensais que c'était après. Désolé. J'avais une question sur un registre un peu différent. Quel est le rôle et l'implication de Choiseul dans les voyages dans le Pacifique ? Alors, justement, on est dans ces années 1760-1765 et on vient trouver Choiseul, Bougainville vient trouver Choiseul. Choiseul a pensé à Bougainville au départ pour aller en Guyane. Il voulait le nommer gouverneur de Guyane, il voulait l'envoyer là-bas. Ça n'intéresse pas du tout Bougainville, qui dit « moi je veux pas faire ça du tout ». Bougainville, dans un premier temps, propose un projet, c'est d'aller sur les Malouines.
Et Choiseul dit, bah, banco, allez-y. Ça appartient aux Anglais, aux Espagnols, surtout aux Espagnols. Allez-y. Et par contre, hein, je ne sais rien. Je ne veux pas d'incident diplomatique avec les Espagnols. Vous y allez. Vous voyez ce qui se passe. Si on peut rester, on reste. Si on ne peut pas, on ne reste pas. Et finalement, Bougainville arrive, prend possession de l'île, mais c'était plutôt une stratégie d'occupation parce qu'on ne voulait pas que les Anglais s'y installent. Et les Espagnols y étaient un petit peu, mais on a un ou deux forts qui sont présents sur les îles. Et donc s'installe. Évidemment, rapidement, une protestation espagnole quand on s'aperçoit qu'on a un Français qui s'est installé. Et Choiseul dit, bah, attendez, écoutez, je tombe des nues. Je vais parler justement à ce Bougainville, là, ce fripon que je ne connais pas, et on va sans aucun problème vous restituer l'île. Et donc à partir de ce moment-là, c'était convenu avec Bougainville, hein, Choiseul avait dit, bah, à partir du moment où je vous dis de partir, vous pouvez aller explorer le Pacifique. Et donc les voyages de Bougainville sont la suite de ce premier voyage au Malouine où on avait essayé de faire une stratégie d'occupation contre les Anglais. La motivation pour aller au Pacifique, est-ce qu'il y avait Pas le monde, mais pour lui, le Pacifique, c'est pas vraiment une zone où on pourra être en lutte contre les Anglais. D'accord ? Donc c'est vraiment une stratégie de découverte. C'est vraiment scientifique et Bougainville, à chaque fois qu'il revient, montre, on ramène à Ourou, Bougainville montre à chaque fois ses cahiers à Choiseul. Choiseul est très intéressé pour tout ça, mais il n'y a pas du tout d'arrière-pensée politique au départ. La vraie pensée politique ou l'arrière-pensée politique, c'est d'abord les Malouines. Il y a des lettres, oui, il y a des lettres. Il y en a, certaines sont à la marine, il y en a qui sont dans les fonds qui sont... On a des lettres qui sont dans le fond, qui n'est pas ouvert. On a des lettres qui sont en grande partie... Alors la duchesse de Choiseul correspond beaucoup, et c'est une personne qui correspondait beaucoup avec Madame du Deffand, avec Bougainville, avec d'autres, parce que c'est une personnalité qui est très ouverte sur les sciences, qui est très ouverte. Elle est toujours, autour d'elle, énormément la Condamine était avec eux à Rome. Donc on a tout un tas de personnalités qui gravitent autour, non pas de Choiseul, mais des Choiseul. Et c'est une personne qui est de très bonne conversation et qui s'intéresse à tout ça. Mais on va trouver ça. Certaines sont... alors, par contre, je ne sais pas si elles ont été envoyées par Bougainville à Choiseul en tant que secrétaire d'État à la guerre ou à la marine. Donc là, il faut chercher parce qu'il y a tellement de fonds que je ne pourrais pas vous dire. Mais il y a des lettres privées qui sont conservées, qui ont été éditées et qui étaient dans le fond, qui sont aux archives départementales. Aux archives départementales à Vesoul. Ouais, non. C'est le problème, c'est ce que j'ai évoqué au départ, c'est que c'est bloqué. Mais dans l'inventaire, on a quelques références. Elles l'ont été, ouais. Elles ne le sont plus. Oui ? Dans sa nomination, en réalité, à la mort de Benoît, Choiseul reste en place. La volonté de Louis XV, c'était que Choiseul pèse sur la nomination. En réalité, Choiseul pèse assez peu parce que il reste aux affaires pour récupérer, on va dire, l'encyclique qui règle les problèmes entre le jansénisme, enfin qui règle les problèmes du jansénisme. Mais en début 57, il y a la tentative d'assassinat de régicide de Damiens. Donc Choiseul finalement voit ça de manière très extérieure. Il n'a pas, dans ce qu'on a vu et dans ce qui a été écrit, il ne joue pas un rôle très important dans cette nomination. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un parti il y a un parti français qui pousse ses prétendants, mais Choiseul, à ce moment-là, lui est déjà, on va dire, il est absent des négociations.
Alors là, il faudrait creuser parce que ça renvoie finalement à ce qui se passe ensuite. Parce que Justement, généralement, le parti de gauche, y compris Louis XVI, toujours accusé de Choiseul, ce qu'il a organisé le pape qui soit favorable à l'expulsion du jésuite, non seulement à France, mais partout ailleurs. Ah, bah, c'est moins le pape que finalement aussi le chef de l'ordre, hein, parce que le chef de l'ordre était inflexible. Quand, au moment de l'expulsion des jésuites, on dit au chef de l'ordre, bah, voilà, en fait, on peut conserver les jésuites en France, mais il faut modifier les constitutions. Et le chef de l'ordre dit, bah non, soit ils restent comme ça, soit elles n'existeront plus. Et on a même justement, au contraire, une lettre, quand Louis XV écrit au pape, en disant, ben voilà, je suis assez embêté parce qu'on est dans une situation, il faudrait modifier. Le pape se montre inflexible. Et on est dans un mouvement aussi, c'est ça qui est intéressant, on est dans un mouvement européen de contestation de l'ordre, avec le Portugal déjà, il y aura ensuite l'Espagne. Donc on est dans un flot, finalement, les jésuites ne sont plus acceptés nulle part. Alors je suis pas, Choiseul n'est pas anti-jésuite, hein. C'est-à-dire que quand il est à Rome, il est sur la liste noire des jésuites et il fait venir lui dans sa résidence sans problème. Il fait venir dans ses banquets des jésuites. On discute de science, on discute d'un peu tout. Globalement, Choiseul n'est pas profondément anti-jésuite. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui est pragmatique. C'est-à-dire que dans l'expulsion des jésuites, il demande au roi s'il y a des discussions ou des lettres qui sont envoyées, qui sont entre le roi et Choiseul, ou des discussions, qu'est-ce qu'on fait ? On a laissé faire beaucoup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Louis XV avait le choix de dire, comme il l'a fait avec la loi du silence et les jansénistes dans les années 1750, stop, on n'en parle plus, plus personne n'en parle, parce que l'archevêque de Paris avait été traduit devant le Parlement dans les années 1750. En 1750-52, on est dans une ébullition maximum et Monseigneur de Beaumont, on veut l'arrêter et le traduire en justice devant le Parlement. Le 15 dit stop, on n'en parle plus. Vous avez interdiction, on fait silence sur cette affaire et on n'en parle plus. Louis XV pouvait faire exactement la même chose avec les jésuites, en disant stop, on arrête, je casse toutes les procédures et c'est tout. Il fait exactement la même chose avec le duc d'Aiguillon. On casse les procédures parlementaires et c'était fini. Là, il y a une discussion entre Choiseul et le roi, et on se dit, d'un côté, ça nous arrange un petit peu, et on va en référer au pape et au chef de l'ordre. Et le pape réagit mollement, et le chef de l'ordre dit, non, les jésuites sont comme ça, soit on laisse comme ça, soit ils disparaissent. Et c'est ce qui arrive. Mais je ne pense pas que Choiseul ait joué un rôle, encore une fois, il y a une certaine passivité. On lui a reproché, et c'est tout un peu la légende noire, on lui a reproché d'avoir fomenté contre les jésuites, être proche des parlementaires. Quand on voit l'histoire sur le long terme, on s'aperçoit qu'il n'est pas proche des parlementaires. Il y a toujours des conflits avec les parlements à partir du moment où il est en poste, de 58 jusqu'à 70. Voilà. Bravo pour ce portrait très ambivalent et conforme, je pense, à la personnalité du personnage. Comme vous l'avez dit, c'est toujours très difficile avec un personnage du XVIIIe siècle. S'agissant des archives, monsieur le duc de Praslin détient, je crois, quelques épaves sur les choses, évidemment sur les Praslin. Oui. Il est traditionnellement assez ouvert à l'approche des archives. En tout cas, il a été, sans doute un petit peu avant son drame familial qu'il a touché. Et donc, ça fait penser que le duc de Choiseul a aussi constitué son propre réseau pour se maintenir sur le réseau familial qu'il a constitué en faisant nommer son propre cousin, le duc de Praslin, qui évidemment l'a suivi dans les espaces. Et pour revenir sur cette question du réseau familial. Alors, il y a effectivement, hein, c'est ce que je voulais pas, j'ai pas insisté, mais quand il est secrétaire d'État aux Affaires étrangères entre 58 et 61, il va cumuler en 61 la guerre et la marine, et du coup, il va donner les affaires étrangères à son cousin, duc de Choiseul-Praslin, entre 61 et 66, en gardant une chose, à savoir l'Espagne, la correspondance avec l'Espagne, il l'a toujours conservée. On a un réseau qui dépasse les Praslin et Choiseul-Praslin. En réalité, partout,
en France, on met des proches du duc de Choiseul. Dans les intendances, jusque dans certaines femmes présentes ou femmes d'eux, on a un réseau Choiseul qui est présent véritablement partout. Alors, les lettres qui sont justement beaucoup de la correspondance privée de Choiseul qui est justement à Vesoul aurait permis de développer ce réseau, c'est pas gênant. Mais effectivement, on a un certain nombre de ces maîtresses ou de personnes avec qui il couche à Paris qui retournent en province, dans le Dauphiné notamment, et on va mettre en place des proches de Choiseul. Choiseul s'appuie sur un réseau qui est très varié en réalité. On a à la fois des hommes de lettres, on va avoir des femmes qui jouent un rôle essentiel, sa sœur, notamment Béatrix. On a Voltaire qui joue un rôle important pendant les premières années, parce que ça sert d'intermédiaire avec le Frédéric de Prusse. En réalité, il n'est pas proche uniquement de la noblesse. C'est pas quelqu'un qui, on dirait aujourd'hui, il n'y a pas une vision de classe. C'est-à-dire qu'il est très pragmatique. Et il peut avoir besoin de tel ou tel informateur, les envoyer à l'étranger sans aucun problème. C'est ce qu'on lui reprochera. En décembre 1770, la raison pour laquelle il chute aussi, j'en ai pas parlé, c'est que le roi s'aperçoit qu'il entretient une correspondance secrète avec 3 personnes en Espagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement l'ambassadeur, il a des envoyés particuliers, l'abbé Belliardi notamment, qui s'occupe du commerce. Mais en réalité, l'abbé Belliardi, il ne s'occupe pas du tout du commerce. Il est là-bas pour justement voir si l'Espagne avance dans ses travaux, avance dans la construction et le développement de sa marine, si l'Espagne a la surface financière ou fiscale suffisante pour faire la guerre, et on lui reprochera. Choiseul utilise énormément de personnes comme ça. Et c'est ce qui va aussi se retourner contre lui. Il a de nombreux commis qu'il forme et qu'il envoie aussi à gauche à droite. Et il a des commis dans lesquels il ne croit pas. Ils resteront commis toute leur vie. Et c'est le rôle notamment de l'abbé de la Ville. L'abbé de la Ville, c'est un commis qui reste commis toute sa vie. Choiseul ne l'aime pas. D'accord ? Et les membres du triumvirat utiliseront l'abbé de la Ville pour récupérer des documents qui sont dans les archives. Et on montrera au roi, voyez, regardez, ça c'est une ou deux lettres que Choiseul a écrites à l'Espagne à l'abbé Belliardi. Et de la Ville, on fera venir au conseil l'abbé de la Ville en disant qu'est-ce que vous savez sur l'Espagne ? Qu'est-ce qu'il a écrit ? Qu'est-ce qu'il vous a demandé d'écrire au roi d'Espagne ? Écoutez, je ne peux pas vous dire parce qu'en réalité, tout ce qu'il fait, c'est totalement privé. Et là, Louis XV, qui lui pratique une correspondance secrète avec la Pologne, une diplomatie parallèle avec la Pologne, sans que Choiseul le sache, enfin Choiseul le sait, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, Louis XV se sent trahi. Donc on a un réseau Choiseul qui est présent un peu partout en réalité. Notamment beaucoup par les femmes, par les réseaux financiers, les Paris, la Borde. Et en réalité, contrairement à certains personnages vont avoir des réseaux parlementaires, des réseaux uniquement nobiliaires, ou vont être attachés géographiquement à une province. Ce n'est pas le cas de Choiseul. Alors oui, il y aura Amboise, il y aura tout ça, il y aura un petit peu la Lorraine, puisque les grandes familles lorraines sont proches de Choiseul et sont dans l'armée. Mais l'avantage de Choiseul, c'est d'avoir eu autant de connexions qui font que pendant longtemps, il va être indétrônable parce qu'il tient la France, en réalité. Là, quand vous nous disiez que Choiseul, pour le comprendre, doit être en phase de devenir la planète dans les fins des années 1750-1760, est-ce qu'il a quand même conscience du potentiel français ? C'est-à-dire que quand on regarde sur la réalité sur le long terme, quand on réussit, alors la France, l'explication réelle a eu lieu à partir de 1793 jusqu'en 1815. Donc, est-ce qu'il a conscience quand même qu'il y a un différentiel de population, même s'il y a un différentiel de surface financière? Je ne parle pas de la révolution industrielle, parce que c'est pas encore totalement, c'est peut-être pas encore aussi parlant que ça deviendra dans les années 1780. Est-ce qu'il a quand même conscience de ce qu'on peut l'emporter? Oui, mais il y a un gros problème, c'est la marine. Et ce n'est pas tant, c'est ce qu'explique Olivier Chaline, c'est pas tant la capacité que la France peut avoir à produire des navires. C'est pas un souci. On peut en produire 20, 25. Choiseul a réussi à en construire une vingtaine sur 7-8 ans. Ce sont les installations. On n'a pas assez de ports. Donc on est bloqué. Certes, on peut avoir Brest, on peut avoir un petit peu Toulon, mais on est bloqué. Et surtout, on n'a pas assez de marins. Parce que ce côté rouleau compresseur sur Terre, qui peut marcher, on peut sans problème prendre des soldats et faire 500 000, comme sous Louis XIV, et mettre 500 000 personnes sur le champ de bataille, à peu près armés, mais qui feront peur.
C'est beaucoup plus compliqué pour les marins parce que là, il faut de la technicité. Et ça, Choiseul sait très bien. Et c'est pour ça que l'action réformatrice de Choiseul à la marine, c'est de créer des écoles de marine. Et surtout de résoudre les problèmes entre cette haute noblesse qui veut être présente sur les bateaux et qui veut, en gros, piloter et gouverner le bateau, et à côté, tout le personnel civil qui est très important. Les ingénieurs ou le petit personnel qui joue un rôle tout aussi important. Choiseul va essayer de régler tous ces problèmes en refondant un petit peu les corps. Ça va se heurter forcément à l'opposition de cette haute noblesse qui domine. Mais globalement, on réussit à améliorer la marine. Mais on ne réussira jamais. Choiseul est persuadé d'une chose. On ne peut pas seul combattre l'Angleterre. Il faut être avec l'Espagne. On n'a pas assez d'installation. Voilà, c'est ça le gros problème. Et les historiens l'ont montré. Hein. On n'a pas non plus de... Enfin, je ne rentre pas dans le détail technique, mais il faut des 74 canons. La marine anglaise est normée que des 74. Vous avez 20, 30, 50, 74. Bah oui, mais après, si on met des 50 canons, enfin, si on met d'autres choses, bah, on est beaucoup moins efficace dans la puissance de feu. Et finalement, bah, on se fait battre. Donc c'est un problème de normalisation des 74 canons. Et c'est un problème de place aussi. On ne peut pas. Aussi, ouais. On n'a pas trouvé les moyens d'avoir plus de ports en eau profonde qu'on n'a pas construit. Voilà, on a tout ça, mais pour ça, il n'a pas encore la clé. On n'a pas la clé. Si vous l'avez dit. En réalité, les Choiseul ont plus de 800. Enfin, Choiseul a plus de 800 cousins si on revient depuis le XIIe siècle. Et en fait, on a des branches qui, oui, ils sont cousins, mais très lointains. En réalité, on a des branches qui certaines se sont éteintes, d'autres sont présentes. Et depuis les ramifications qui sont effectivement on a une branche en réalité qui va être Lorraine. On va avoir des branches qui vont être bourguignonnes, qui vont s'installer en Île-de-France. Et on a comme ça toute une série de Choiseul, oui, ils sont cousins. Mais alors là, je ne vous refais pas la généalogie parce que c'est pas...